Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu as une histoire que tu veux raconter, tu cliques sur inviter, tu vas monter, raconter ton histoire. Ici, s'il vous plaît, on respecte toutes les religions. C'est-à-dire que tu racontes uniquement ton histoire. On n'est pas là pour stigmatiser un peuple. Si c'est passé au Gabon, tu vas me dire que vraiment les Gabonais sont méchants. Hein? Non, 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 ce n'est pas ça qu'on est venu faire ici là. Vraiment les Béninois en fait, sont non, 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 non. Tu peux raconter l'histoire. Je sortais avec un Béninois, il a fait ça, point. On est juste là pour partager les expériences. Ça se passait quand j'étais en tel niveau, quand j'étais. J'ai fait ci avec tel. Dans les noms, s'il vous plaît, on évite de mentionner les noms des gens, des concernés. Un monsieur a garé une voiture, il a fait ci, il a fait ça. Et les dates là, s'il vous plaît, quand c'est trop loin là. C'est passé en 82 avant l'arrivée des Allemands au Canada. On a fait l'histoire à l'école pour venir faire l'histoire ici. Hein? Donc, on commence. Bonsoir DMG. Mais là, bonsoir tonton. Voilà, j'aimerais vous parler d'initiation qui a mal tourné. Ok. C'est précisément en Côte d'Ivoire. En 2020, j'avais pour habitude de me droguer, sortir avec des amis, faire tout ce qui était les choses du monde. C'est vraiment pas facile de raconter, il tremble même. Donc du coup, il y avait un ami au quartier, le 31 décembre, moi j'avais pour habitude d'inviter les gens chez nous, parce que mon grand frère gendarme n'était jamais là. J'étais dans sa maison baillie. J'avais pour habitude d'appeler tous mes amis, venir à la maison, fêter, mais moi je ne consomme pas l'alcool. Si c'était la drogue, je fumais de la drogue en grande quantité. C'était comme ça. Donc, il y a eu un de mes amis que j'ai appelé à l'arrière-cour pour qu'on parte se droguer, fumer. Donc, il a eu à fumer 2, 3, 4, 5 taf. 2, 3, 4, 5 taf. Et il voulait tomber. Donc, je l'ai rattrapé. Quand je l'ai rattrapé, il m'a dit merci. Que c'est dans ces mêmes conditions, parce que son papa était un grand alcoolique. C'est dans ces mêmes conditions-là que son papa est mort. Donc, il m'a dit, je suis son frère. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Il m'a dit merci. Toute la nuit, il m'a dit merci. Merci. Tu viens de me sauver. Mon frère. Mais je vais te donner quelque chose aujourd'hui. Et tu vas me donner quoi? Tu es là, bardé à l'air là. Tu es là, tourné, tout dose là, tourné dans tes yeux. Excusez-moi du langage. Tout dose là, tourné dans tes yeux. Donc, on était là, on est parti s'asseoir. Quand on est arrivé, on est parti s'asseoir. Le gars tombe. On le relève, il tombe. Il lui a dit, va te coucher dans ma chambre. Il dit non, lui ne peut pas dormir. C'est que lui, il doit partir chez lui immédiatement à la maison. Il a dit, mais tu es fatigué, tu n'arrives pas à marcher. Donc, il y avait un de mes amis qui était là. On a proposé de partir à raccompagner. Maintenant, à 1 kilomètre là, sur les 1 kilomètre, la voie de sa maison, il y a de la lumière. On a marché, il traînait en le soulevant, Arrivé dans le nord, parce que dans eux, les secteurs, il n'y a pas de courant. Il nous dit, vous n'avez jamais vu le mystique, non? Vous allez voir ça aujourd'hui. Il met sa main dans sa poche, il fait sortir une bague, il porte la bague. On commence à marcher, il nous demande de le lâcher. Le gars, il marche. DMG, c'est pas comme si chose. Il veut tomber, il a assis un pied, et puis il est couché, il se redresse seul. Il veut tomber, il se redresse seul. Ça c'est quand a fait ça. Donc, mon ami qui a proposé de partir nous raccompagner là, il a parlé en langue, a souri. Et ça veut dire, tu as peur de lui. Alors, donc il dit, ok, comme c'est comme ça, lui va parler dans lui sa langue. À chaque fois que lui va répondre, il va dire Ewo, nous tous on doit répondre Ewo. Donc c'était comme ça. Arrivé devant, il me dit,
Il me dit, pareil, moi j'étais à lui, son niveau, l'ami était devant. Il me dit, moi, celui qui est derrière moi là, il n'a qu'à répondre Ewa aussi. Celui qui est derrière moi n'a qu'à répondre Ewa. En même temps, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu de la manière que le gars était. C'était un oiseau noir, un gros oiseau noir. On a comme ça à partir. Il y a quelque chose devant qui l'a tapé. Il a battu ses ailes. Bon, je me disais que peut-être c'était de la drogue qui tournait dans mes yeux. Donc, je n'ai pas considéré ça. Arrivé chez lui à la maison, il me demande de le déchausser, d'enlever ses chaussures. Je m'abaisse, il était devant sa chambre. Je m'abaisse, je vais enlever ses chaussures. Il met son front sur mon dos. Il te dit, le feu, il n'est pas dit, c'est pas mamie. Le feu même était sur mon dos. Et je tourne ma tête vers sa tête. Je vois il sourit. Il est là, il sourit. Et puis elle dit, mon Dieu, sors-moi de là. En même temps, ces chaussures-là, il n'avait pas fait de nœud. Il avait attaché ça littéralement. Donc, je forçais. Or, le fond me brûlait le dos aussi. Je n'arrivais pas à comprendre. Donc, comme par magie, quand j'ai attrapé ses pieds, j'ai tiré les chaussures sont enlevées comme ça. Du coup, maintenant, il a eu à faire une deuxième transformation où il était sur la porte de la maison. Ses pieds étaient entrés dans, comment dirais-je, le sol. Ses pieds étaient entrés dans le sol. Moi, c'est que moi, j'arrivais à voir. Ses pieds étaient entrés dans le sol. Donc, du coup, il a dit, ce qu'il avait promis me donner, il va me donner ça ce soir. Ok. Je ne sais pas s'il y a des catholiques ici. Je porte toujours un petit discernier. Le discernier, là, me suivait partout. Donc, il a demandé à ce que j'enlève le discernier. C'est une petite bague où il ne sait pas comment parler. C'est comme si c'est une bague en chapelet. Une bague en chapelet. Donc, il m'a demandé d'enlever cela. J'ai enlevé. J'ai remis à l'ami qui était à côté. Comme par magie aussi, il a mis sa main dans ses poches. Il a fait sortir beaucoup de bagues. Beaucoup de bagues. Il ne sait même pas où lui l'avait. Or, quand il tombait, on n'entendait pas ces prix-là. Il a fait sortir beaucoup de bagues. Il m'a demandé de choisir une bague. J'ai choisi la bague. Il me demande mon briquet. J'allume mon briquet pète. Là, sur le champ, le briquet pète. Oh, eux, ils sont un peu en brousse, en forêt. Donc, je porte la bague. Lui, il fait sortir son briquet. Oh, en forêt, il y a beaucoup. Le vent circule là-bas. Donc, du coup, quand lui, il allume son briquet, les flammes là, non. Il ne sait pas comment il est. C'est comme si on nous a bloqués. Je ne sais pas, c'est quelque chose même qui ne devait jamais arriver. Les flammes du briquet n'étaient pas normales. C'est-à-dire le vent, en temps normal, quand tu allumes un briquet vers le vent, ça s'éteint. Mais pour lui là, ça se tord et après ça se redresse encore. Donc du coup, il m'a demandé de mettre la bague à mon doigt là, sur le feu. Donc j'ai mis la bague sur le feu. J'étais là, et puis il parlait. Et puis arrivé à un moment donné, il y a quelque chose qui me dit, ce qu'il est là fait là, c'est pas quelque chose de bien. En même temps, comme ça, à ressentir. En temps normal, si tu mets un métal sur du feu, collé à ton doigt, ça devait te faire mal. Mais ça ne me faisait pas mal. C'est quand la chose m'a parlé, m'a dit, ah, ce qu'il est là fait là, c'est pas quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de bien. Donc, du coup, j'ai commencé à avoir mal. Il a dit, ah, sur le champ, c'est comme, sur le champ, la manière que le monsieur était planté, la manière qu'il était planté devant la porte là, il est quitté là, tombé raide. Sa tête a fracassé le sol. Sa tête, j'ai dit bien que sa tête a fracassé le sol. C'est comme si, je ne sais pas comment dire, une voiture est venue le percuter tout d'un coup. Il est tombé raide. Donc il est tombé raide. Mon ami qui a proposé d'aller nous accompagner là, lui dit non, lui reste ici, lui veut partir. Lui veut partir. Il dit attends, mais on est venu accompagner quelqu'un, il est saoulé.
Toi-même, tu sais très bien qu'il est saoulé. Regarde comment il est tombé. Sa tête a fracassé le sol même. Donc, du coup, je me proposais d'aller, je suis parti taper la porte de ses parents. Bah, c'est une commune. Taper, maman, votre fils est couché, s'il est tombé, il est saoulé. Elle dit, oh, faut le laisser. Faut le laisser. Laisse-le. C'est comme ça il est, laisse-le, c'est comme ça il est, laisse-le, c'est comme ça il est. Donc, du coup, je reviens vers la chambre. Je vois mon ami, il s'est transformé en chien. Il s'est transformé en chien. Il commence à marcher et il parle d'une langue que moi-même je ne comprends pas. Il parle d'une langue que moi je ne comprends pas. Il me regarde, il me fixe. Donc, du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui était à moi. La chose m'a dit d'enlever la barre. Je l'ai lapidé avec. Donc, j'ai enlevé la barre, j'ai lapidé mon ami avec. Il a commencé à crier. Crier, 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 crier. Donc, en étant dans eux là, je ne sais pas s'il a dit son ou bien dit coup, ou bien dit, comment dire, secteur, il n'y avait pas de courant. Donc, c'était l'obscurité pour arriver chez nous. Donc, l'esprit, je ne sais pas si je vais dire quoi, l'esprit me disait, prie, prie, prie. Dans le noir, j'ai commencé à prier. Et dans ce même noir-là, je vois ce même ami-là avec d'autres personnes, je ne sais pas, qui survolaient les arbres. Je voyais les yeux rouges, rouges. J'ai prié seulement. Mon ami qui est venu m'accompagner aussi, dit, je suis devenu pasteur, il ne répondait pas. La chose me dit de prier, je priais. Arrivé à la lumière, les gars se sont stoppés. Je ne sais pas s'ils ne peuvent pas rentrer à la lumière. Donc maintenant, j'explique à mon ami maintenant, qui est parti nous raccompagner, voilà ce que le gars était là fait. Tu n'as pas vu qu'il s'était transformé en oiseau. Tu n'as pas vu que ses pieds étaient rentrés dans... Il me dit que c'est la drogue qui me rend fou. On est arrivé à la maison. Arrivé à la maison, nous deux, on va dormir. En dehors, mon ami en question, qui vient dans le rêve, cette fois-ci dans le rêve, il vient m'attaquer avec d'autres personnes. Bon, ceux-là, je n'ai pas pu voir leur visage. Il vient m'attaquer dans le rêve. Donc, lui a dit que, arrête-toi. Il ne fait pas partie de toi, ta famille. Tu ne peux rien me faire. En même temps, il a tourné sa tête et tous se sont retournés. Le lendemain, je ne l'ai pas vu. On a fait une semaine. Quand une semaine, il est revenu vers moi, sa tête était baissée. Et puis, bon, je ne sais pas, qu'est-ce qui était à moi? Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu voulais faire la dernière fois? Il dit non, je voulais te rendre service. Comme vous êtes là, vous ne voyez pas certaines choses. Moi, mais je voulais t'aider à voir. Ça dit, mais est-ce que toi, tu as demandé moi mon avis avant de me mettre dans ce que toi, tu veux me mettre là? Est-ce que tu as demandé moi mon avis? Tu sais d'où moi je suis quitté. Ce n'est pas mon village où je suis. Toi, tu veux me mettre dans quelque chose que moi, je ne vais pas pouvoir supporter. Tu veux me mettre dedans forcé. Pour finir, il avait des porcs. Il a eu à tuer un porc. Le mois qui suivait, il a eu à tuer un porc. Il a invité tous les jeunes, il te dit bien, tous les jeunes du quartier. Moi, j'ai refusé. Il y avait un de mes amis qui voulait partir. Il a dit non, faut pas partir. Moi, je te dis que lui là, il est sorcier. 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 Faut pas partir. Il a tapé, il a demandé pardon, il est resté. Tous ces jeunes qui sont partis là, au fait, je ne sais pas s'il a dit j'ai le don de reconnaître un sorcier, mais tous ces jeunes qui étaient bien, qui étaient polis, ces jeunes-là sont devenus des... je ne sais pas comment je vais expliquer cette partie-là même. C'est comme s'il a mis tous ces jeunes-là dedans, tous ces jeunes que les âmes étaient faibles là. Il a réussi à les mettre dans la sorcellerie. Il y a un qui a eu à tuer son petit frère. Lui, tout d'un coup comme ça, son petit frère, son bras s'est enflé. Un jour comme ça, le jour qui a suivi, son petit frère est mort. Donc eux tous, c'est-à-dire tous mes amis qu'il a réussi à mettre dans la sorcellerie là, venaient toujours me parler du monde mystique. Tu vois ce chien qui est au carrefour là-bas là, non? C'est pas un chien, c'est une femme.
Tu ne veux pas voir ce que moi je vois. Il dit, je n'ai pas besoin de voir. Si toi tu vois, tu sais pourquoi toi tu es parti voir. Moi, je n'ai pas besoin de voir ce que toi tu vois. Et arrêtez, arrêtez. Donc, du coup, maintenant, c'était comme si c'était devenu des attaques. Je peux me lever sur matin. Je peux me lever matin. Je me lave. Le matin, je me lave. Je me lave, je m'habille. Quand je m'habille, je sors de la chambre. La fatigue me prend. Je rentre encore dans la chambre. Je dors. Le jour qui suit aussi, même chose. Arrivé, quand je me lave, je m'habille. Quand je sors, j'arrive au carrefour de notre maison. Une fatigue me prend, je suis obligé de me retenir pour venir. Rien que pour dormir. Je passe toute ma journée à dormir. Souvent, il peut se trouver que je suis en classe. Et puis, bon, c'est pas euh, euh, c'est pas les chauves-souris viennent dans ma classe, tournent autour de ma tête. Et puis passent par les fenêtres. Tout d'un coup, je me lève. Je m'en vais à la maison. Je fais plus court. Quand je viens à la maison, ce n'est que pour dormir. Dormir simplement. C'est-à-dire, moi, ma vie, c'était pour dormir. Je dormais. Celui-là vient. Quand celui-là vient, je suis fatigué. Quand l'un de ses amis que je connaissais, qui était sorcier, quand il vient, il cause avec moi, je suis fatigué. Immédiatement, là, je n'arrivais plus à faire quelque chose. Dieu m'a rendu grâce. Il y a une maman prophétesse qui m'a croisé dans la rue comme ça, qui m'a dit, tant, essaie de te ranger. Elle m'a décrit un peu la situation, qu'on essaye de choses, comment dire, de me mettre dans quelque chose que moi je suis contre. Voilà pourquoi on n'arrive pas à me mettre dans cette chose-là. Parce que moi j'ai toujours dit que l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut sur ma vie, mais c'est pas lui qui a le dernier mot. Voilà moi ma loi avec Dieu. L'ennemi là, il peut tout faire sur ma vie, c'est-à-dire il va faire blocage. Mais tant que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé là, moi c'est le temps de Dieu, moi j'attends. Le temps de Dieu, ils vont tout faire, mais il va toujours me dévoiler, il va toujours me monter, parce que ma vie n'appartient pas à mes ennemis. Ma vie appartient à mon Créateur. Voilà la chose, comme le contact qui est entre moi avec Dieu. Lui sait, moi je sais. Lui sait, moi je sais. Ils vont tout faire, mais ça va toujours se débloquer. Ça va toujours se débloquer. Quand il sait que mon âme est lourde, lui-même m'interpelle. Quand il sait que ça ne va pas là, je fais appel à lui. Je fais appel à lui. Il n'est pas, ce n'est pas une question de partir charger l'église sur la tête, se promener, faire tu n'as pas bon cœur. Dieu sait ce qui nous lie, nous deux. Dieu sait ce qui nous lie, nous deux. Merci beaucoup pour l'histoire, tonton. Merci. Bonne suite. Et les commentaires. Bonsoir, belle d'Afrique. Bonsoir à toi, MG. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va. Mais moi, j'ai une petite histoire, en fait. Parce que la dernière fois, quand je suivais tes vidéos, j'ai dit que quand il y a certaines choses qui nous arrivent, qui sont mystiques, je crois qu'il est nécessaire de faire des rituels et tout. Après, voilà. Donc, ma petite histoire, c'est un peu... j'étais encore petite. Donc, j'étais allée à l'école avec des amis. En sortant de l'école, tu sais, les filles qui ont toujours des amis bien accompagnés et tout, j'ai vu les autres en train de cueillir les mangues. Donc, j'ai voulu prendre une mangue, comme ça, on m'a donné. J'étais une fille, donc je grimpais à l'arbre, mais genre, les hommes ne voulaient pas. Donc, ils m'ont donné les mangues. J'ai ramené la mangue, j'ai mangé ma mangue, et c'est passé comme ça, en fait. Moi, dans ma tête, c'est une mangue que j'ai mangée, et il n'y avait rien de grave. Alors, un soir, en dormant, je me suis réveillée parce que je sentais des brûlures sur la main. Et je n'avais aucune idée d'où ça venait, en fait. Je me suis dit, OK, comment je vais faire pour arranger ça? Bon, étant j'étais moins âgée, donc j'avais même pas 20 ans, j'ai réveillé maman. J'ai commencé à crier. Ce qu'on faisait, en fait, c'est que on a pris de l'eau, on a mis mes mains à l'intérieur. Donc, à chaque fois, quand l'eau commence à se réchauffer un peu, parce que le corps, il chauffe, donc du coup, on changeait de l'eau. Et c'était devenu un peu très difficile. Alors, maman a dit, le lendemain matin, on s'est dit, OK, c'est bon, ça va plus reprendre.
Et là, le soir encore, vers 21h, 22h, je m'étais mise au lit parce que j'étais au collège. Donc le lendemain, je devais lire, aller à l'école, etc. et tout. Et là, bizarrement, ça apparaît. Et ça fait, je sais pas comment on appelle ça, mais comme des filaires, voilà. Donc j'arrivais pas, ça grattait, ça chauffait, mais c'était très compliqué pour moi. Et comme j'avais déjà le rythme de l'eau, donc j'ai mis la main dans l'eau. Donc maman aussi, hein, tu sais bien qu'on crie vers maman et tout, j'embêtais maman. Parfois elle passait des heures avec moi. Bref, pendant quelques temps, on est allé à l'hôpital. Arrivé à l'urgence, je n'avais pas de quoi expliquer. J'ai essayé d'expliquer au docteur parce que je n'avais pas pris les photos. Le docteur ne comprenait rien de ce que je disais. Du genre, je lui expliquais que j'avais des filaires, ça me chauffait, ça me faisait mal. Mais je n'avais pas... J'essayais d'expliquer, il ne comprenait rien. Après, il me dit, OK, on va vous demander de faire des examens, ça peut être une contamination. On est parti, on a fait plusieurs examens avec maman, mais le temps d'attendre les examens avant qu'on ne prescrive quelque chose. Donc, bref, on m'a prescrit certaines choses parce qu'on n'avait rien vu de mes examens. Donc, quelques temps est passé. Et là, j'étais, je crois, en 4e par là, je commençais à aller en 3e. Donc, les choses qu'on m'a prescrites allaient un peu mieux. Et un beau jour, comme j'avais fait l'autre là, un beau jour, maman et moi, on a décidé de repartir parce que ça a repris. Ça a fait peut-être 6 mois, ça ne faisait rien. Après 6 mois, c'est revenu encore les mêmes filaires. Je pleurais cette fois-ci, c'était 4 fois plus difficile qu'avant. Je ne comprenais pas qu'est-ce que j'avais fait. Après, j'étais une fille qui n'avait pas assez d'amis, mais qui était un peu chouchoutée à l'école. Et donc, les gens pensaient peut-être qu'on m'a lancé un sort ou qu'on a fait quelque chose et tout et tout. Et certains disaient même que je suis une fille peut-être turbulente. Et puis, voilà, que quelqu'un a fait quelque chose ou j'ai dû faire quelque chose. Donc, personne ne me croyait parce que je ne savais pas comment expliquer d'où cette maladie venait. Les examens n'avaient rien révélé, donc je commençais à me questionner. La partie de qui je suis rentrée, parce que de base, déjà, le drapeau le dit, je suis congolaise. Donc, au Congo, il y a des parcelles qu'on n'entre pas, même pour louer, pour être locataire. Il y a des maisons qu'on ne mange pas. Et il y a des choses qu'on ne touche pas. Même parfois, le lait de quelqu'un comme ça, quand tu touches comme ça, tu peux avoir des maladies, même la folie aussi peut te prendre. Donc, bref, quand ça a réchauffé, maintenant, c'était vraiment très grave. Là, maintenant, je commençais à dire à maman comment on va faire. Le docteur m'avait prescrit quelque chose. Je pense après ce temps-là, j'avais raté aussi l'examen à cause de ça. Le truc en question qu'on m'avait donné me faisait dormir vraiment, mais j'oubliais même 2 jours ou 3 jours, quelque chose de comme ça. Donc, j'avais même pas de souvenir de certains trucs. Bref, un beau jour, avec maman, parce qu'il n'y avait pas de solution à l'hôpital. Et là, quand maman, elle arrive à voir certaines choses, c'est là qu'on révèle à maman dans la nuit. J'étais en train de pleurer, mais elle pose la question à la personne. Ma fille a quoi en fait? On lui dit, ta fille avait pris quelque chose qui appartient à quelqu'un. Elle dit, mais cette chose, c'est quoi en fait que ma fille a prise? Elle dit, si elle ne paye pas, elle va souffrir toute sa vie. Sachant que ça a duré trop longtemps, ma mère a dit, OK, combien ça coûte cette chose-là? La personne lui a répondu que ça coûtait 25 francs. Et je dis bien 25 francs, même pas 50 francs, mais 25 francs. Alors, maman a dit, quel genre de 25? Parce que vous savez bien qu'on a des différents 25 et tout. Et chez nous, les 10 francs, on appelait ça pâte à zone. Donc, elle a dit, est-ce qu'il faut prendre les 10 francs et 5 francs ou encore les 25 francs? La personne lui a répondu clairement, elle doit prendre les 25. Donc, après, maman lui a demandé comment elle va faire alors. Maman a dit qu'elle prenne la personne a dit qu'elle prenne les 25 francs, qu'elle frotte sur sa main. Et puis qu'elle aille jeter sous l'arbre qu'elle avait mangé la mangue. Donc, il faut rappeler que la mangue, ça fait longtemps que je l'ai mangée. Je ne l'avais même pas cueillie. Je n'étais même pas là quand on a cueilli ça. Moi, j'étais juste de passage qu'on m'a donné la mangue. Donc, après, de façon incrédule, comme maman m'a dit, j'ai dit, OK, je vais le faire. Déjà que dans ma famille, surtout au côté maternel, il y a des rituels. On croit à tout ce qui est rituel et tout. Et surtout qu'il y a chez nous les tombes et tout, le reste là sont sacrés. Donc, du coup, je me dis, bon, je suis une petite fille qui est née dans le christianisme. Je me dis, bon, OK, essayons, il n'y a pas de souci. C'est là que maman me dit, bon, 25 francs, là, tu vas prendre de ton argent, donc dans ton argent du pain. Tu vas prendre les 25 francs, ça sera ton argent. Il faut que ça soit ton argent, que tu ailles frotter sur les mains. C'est là que je prends les 25 francs, je mets sur ma main, et sans même faire une prière, parce que j'étais incrédule, j'étais une petite fille. Je me disais, vas-y, je vais le faire seulement comme ça. Je suis allée, j'avais déjà quitté l'école.
Donc, je suis allée sous cet arbre qu'on m'avait donné la mangue. Je suis allée, j'ai jeté les 25 francs. Quand j'ai jeté les 25 francs, bon, après, j'ai voulu jeter un coup d'œil sur l'arbre. C'était, je n'avais pas imaginé en fait quelque chose en fait. Quand je jette un coup d'œil, c'est là que je me rends compte il y avait des pans rouges attachés à l'arbre. Moi, je n'étais pas là quand ils ont cueilli la mangue. Et là, tout de suite, le reflet de ce que maman m'a dit est revenu. Et puis, j'ai vu une amie, une ancienne collègue et tout. Je lui ai expliqué qu'on était et tout et tout. Il dit, mais les autres qui avaient mangé la mangue, rien ne s'est passé et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci parce que les gens commençaient à me traiter de bizarre. Je rentre à la maison, j'explique à maman. C'est là que maman dit, tu sais, il y a certaines choses dans la vie. Parfois, quand vous prenez quelque chose qui appartient à quelqu'un, vous êtes nombreux. Il y en a qui sont faciles à prendre l'étoile, par exemple. Il y a des gens qu'on peut saboter leur vie comme ça. Mais il y a des gens, quand les conséquences arrivent, parfois son esprit ou l'esprit de ses ancêtres ou l'esprit de je ne sais qui la protège, se mettre à se battre. Et les conséquences vont se passer sur ton corps. Donc, sûrement, toi, quand les autres ont pris, ils ont peut-être laissé leur chance, des histoires comme ça et tout. Mais quand il arrivait à ton niveau, il fallait que voilà, tes esprits se mettent à se battre. Et depuis qu'on a jeté les 25 francs, vraiment sérieusement, ça fait des années. Je suis même repartie plusieurs fois chez le docteur. On n'a rien trouvé et rien ne s'est fait. Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans. Je n'en souffre même plus. Alors que c'était quelque chose de très difficile, très compliqué. Voilà un peu mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire belle d'Afrique. Je vous en prie. Dans les commentaires. Bonsoir. DMG. La caprice, voilà. La capricie. Yeah. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est une amie qui m'avait raconté ça. Oui, ma copine me raconte donc qu'elle avait une amie d'enfance. Et elle marchait toujours ensemble, elle se baladait. Et ma copine, elle aime boire. Jusqu'à présent, elle aime toujours boire. Un jour, donc, elles sont sorties déjà pour aller se balader. Bon, elle venait d'accoucher. Sa fille avait un truc de 6 mois. Sa copine elle est venue la voir à la maison. Elle lui a fait comprendre que, ouais, accompagne-moi en route. On se prend une, non, ça fait longtemps. C'est comme ça qu'elle sort. Quand elle sort donc en cours de route, il y a une voiture, une cylindrée noire qui vient garer. Elle les appelle. Et donc le monsieur appelle. Il y avait la musique. Elle me dit qu'il y avait la musique dans la voiture. On appelle. Bon, le monsieur appelle, non. Genre, les filles, vous faites quoi? Vous allez où? Vous venez nous rejoindre et tout. Ma copine, comme elle est. Bon, c'est une banane. C'est une banane. Donc, du coup, quand elle a toujours les pressentiments, quand il y a un mauvais truc qui va arriver, elle ressent. Elle m'avait, moi, elle me fait souvent en fait. Elle dit à sa copine là que, gars, moi, je ne sens pas le monsieur-ci. Il ne peut pas partir. Continuons nos routes. Sa copine dit que non, tu es toujours comme ça. Tu es toujours en train de refuser. Tu es pas, non. Elle a dit qu'ok. Elles sont entrées dans la voiture. Quand elles sont entrées dans la voiture, elle dit que ils étaient deux. Les messieurs ont fermé les vitres. Le jardin, ils s'étaient fumés. Ils ont mis la musique à fond. Ils ont donné les canettes. Une canette à ma copine et une canette à sa copine là. Ils étaient en train de bon, ils roulaient. À un niveau, bon, comme notre ville, parce que mon village, c'est une petite ville en fait. Donc du coup, tout le monde connaît tout le monde. Donc ils arrivent à un endroit, on ouvre la portière. Elle dit que là où ils sont descendus, elle n'a pas reconnu l'endroit. Elle dit que mais depuis que je marche dans la ville, c'est là. Je n'ai jamais vu l'endroit. C'est pourquoi, en fait, elle se pose la question. Sa copine ne gérait même pas. Elle y a dans l'ambiance. Je tiens à souligner qu'elle n'avait pas bu sa canette. Sa copine, elle avait déjà bu sa canette depuis. C'est comme ça que les messieurs, ils entrent. Donc, elle me dit que c'était une grande maison. Dans l'immeuble, avec des lumières partout, en fait. Et il n'y avait personne dehors. Elle dit que les messieurs sont entrés. Ils ont dit que non, attendez-nous ici. On revient vous chercher. Elles ont dit ok. Elle dit à sa copine que gars, moi, je ne sens pas la paix ici. On rentre. Depuis que je marche depuis que je marche dans la ville, en fait, je n'ai jamais vu l'endroit-ci. Toi, dis-moi un peu, c'est où ici? Sa copine dit que toi, tu es tout comme ça, là, tu es tout comme ça. Elle dit qu'elle est restée tranquille. Il y avait un gardien. Il était assis là. Il se lève, il vient, il dit, mes filles, je ne vous connais pas, mais
si vous, en fait, si je vous ai vu là, vous êtes très gentil et tout. Donc, moi, je n'aimerais pas que quelque chose de mal vous arrive. Si vous êtes intelligente, partez maintenant. Et si on vous arrête, ne dites pas que c'est moi qui a. Donc, j'ai signalé l'affaire. Ma copine dit que sa copine, elles ont ramassé le marathon. Elles ont commencé à courir. Courir. Dans la course là, donc, les messieurs là sortent aussi. Ils demandent aux gardiens, genre, elles sont où? Elles étaient en train de courir. Elles suivent comment les gars sont en train de demander que, mais elles sont parties où? Ma copine dit qu'elles étaient en train de courir. Elles ont couru le jour là. Tellement, les messieurs ont démarré leur voiture, ils ont commencé à les suivre. Donc, tu vois que tu ne peux pas courir plus que la voiture. Elles ont vu une brousse quelque part là. Ma copine dit qu'elles ont plongé dans la brousse là. Se coucher le Jacques, donc même la respiration donc, était contrôlée. Elles se sont couchées dans les herbes. Elles sont restées tranquilles. Les messieurs sont venus. Ils ont fouillé. Tu sais que quand les mauvaises personnes, en fait, ils ont un aura, en fait. Ils ont un pressentiment. Ils se sont arrêtés pile à l'endroit où elles étaient cachées. Ma copine dit que les messieurs là ont fouillé partout là. Mais ils n'ont pas fouillé là où elles étaient cachées. C'est comme ça que les messieurs là sont partis. Elle dit que quand elles se sont relevées là vers 4-5 heures. Parce qu'elles sont d'abord restées là pendant longtemps. Elles sont relevées là vers 4-5 heures. Elles ont commencé à... Comme elles se sont relevées là, non, c'était la course pour la maison. Arrivée, elle dit qu'elle a toqué la porte à un point où... Et vu qu'elle avait le bébé, elle avait laissé le bébé, sa grand-mère s'inquiétait que, mais attends un peu. Attends un peu, la fille s'est partie où en fait? C'est comme ça que quand elle toque, sa grand-mère ouvre la porte directement. Elle demande que, mais tu étais où en patois? Tu étais où depuis? Tu as laissé l'enfant, tu viens d'accoucher et tout. Comme ça qu'elle fait asseoir sa grand-mère. Elle explique la situation à sa grand-mère. Sa grand-mère dit que il faut toujours marcher dans la nuit. Quand on te dit de rester à la maison, tu pars, il faut toujours marcher. Sa copine est rentrée le lendemain. Elle dit que 3 jours après, les boutons ont commencé à sortir sur le corps de sa copine. Les trucs ont commencé à sortir. C'est comme ça qu'ils sont allés voir un voyant en fait. Ils sont allés voir un voyant. Quand ils partent voir le voyant dit que c'était les revenants en fait. C'était les revenants. Et qu'ils voulaient normalement partir parce qu'on a un cimetière là-bas qui a la réputation dont les gens sortent non, pour venir prendre les jeunes filles. Donc ils viennent, ils vous prennent, ils vous amènent le matin, tu te réveilles, tu es sur un tombeau et tout. Soit tu deviens folle, soit tu meurs. Donc elle, on n'a pas réussi à la voir. Sa copine a commencé à voir les boutons. C'est comme ça qu'elle est morte. Les boutons là, donc, les boutons sont tellement sortis sur elle qu'on ne trouvait rien à l'hôpital. Même le marabout dit qu'il ne peut rien faire, selon ce qu'elle m'a dit. Elle avait même demandé que, mais pourquoi on n'avait pas cherché le chemin de Dieu? Elle me dit qu'elle ne sait plus. Elle s'était même séparée de sa copine là. Elle a fini par mourir. Donc, écoutons les instincts de nos copines. Moi, quand elle marche avec elle, même quand on voulait aller en boîte, quand elle me dit que je ne pars pas, je reste tranquille. Mieux dors, je ne pars plus. Donc, c'est ma petite histoire, en fait. C'est ce que je voulais raconter. J'ai plein d'histoires, mais au fur et à mesure, je vais raconter. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Qu'est-ce que vous pensez? Dis-moi ça en commentaire. Et il y a plein de revenants. Hein. C'est le feu. Bon, allons du côté du Gabon, voir ce qui se passe là-bas. Allô? Oui, DMG, bonsoir. Oh. La plus coûte du Gabon, comment ça va? Ça va, merci. J'espère que vous allez bien. En fait, moi, je vais vous raconter une histoire. Ça part d'abord d'un conseil. J'entends souvent des personnes dire il faut éviter de sortir avec des personnes qui ont déjà leur argent. Parce que si tu sors avec quelqu'un qui a déjà son argent, tu ne sais pas de quelle manière il a bâti sa richesse et tout, patati patata, des trucs peuvent arriver. Par contre, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune fille. Bon, elle est musulmane, pour ceux qui sont au Gabon. Les musulmans, là, ils sont au nord, on les retrouve au nord, et on les retrouve aussi à Makoko. Pour les Gabonais qui sont ici vont savoir. Donc, en fait, la fille en question, c'était la voisine d'un ami. Voisine, elle louait chez eux, en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait fait la rencontre d'un jeune gars musulman aussi.
En tout cas, ils étaient de la même religion et tout. Donc, ils ont fait leur chemin ensemble et tout. Et après, le gars lui a dit, non, ne t'inquiète pas, je vais m'en sortir et tout. Quand j'aurai de l'argent, je vais venir t'épouser. Alors, elle a accepté. Le gars travaillait dans une station-service. Vous savez que dans les stations, il y a aussi des gens qui sont recrutés pour le lavage des voitures. Donc, le gars travaillait dans une station-service. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il était en train de faire son travail. Un monsieur est venu pour laver sa voiture et il est allé s'asseoir parce que dans les stations ici, il y a aussi des endroits pour s'asseoir. On peut prendre un verre en attendant qu'on te lave ta voiture. Et comme c'était quelqu'un de poli, et je tiens à rappeler qu'au début, le gars se comportait bien avec la fille. Il se comportait bien, il faisait les courses, malgré qu'il ne gagnait pas beaucoup, hein. Il faisait les courses, il se comportait comme quelqu'un, en fait, qui voulait vraiment épouser la fille et tout. Donc, la fille, elle était rassurée. Elle rassurait sa famille. Écoutez, non, ne vous inquiétez pas parce qu'il n'a pas encore d'argent pour l'instant. Vous savez que chez les musulmans, de toute façon, ils aiment faire aussi les grands mariages. La maman de la fille disait, non, tu sais, tu es notre première fille. Moi, je veux pas que tu épouses aussi quelqu'un de pauvre et tout. Elle disait, non, laissez tomber et tout. Il va se débrouiller, il va avoir l'argent, il va venir m'épouser. Et c'est dans ce sens-là que le gars allait. Il allait à son travail, il était assidu, tout allait bien. Et très poli, hein. Un jour, un monsieur vient laver sa voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a observé sa manière de faire parce qu'il était poli. Il répondait aux gens. En fait, il saluait, il faisait tout ce qu'il fallait faire. Donc, le monsieur a remarqué la manière avec laquelle le gars abordait les gens. Il appelle après et il lui dit, mais jeune homme, j'aimerais savoir, en fait, vous avez du potentiel, vous parlez bien, vous faites bien votre boulot, mais qu'est-ce que vous faites ici, en fait? Le gars se demande que, mais qu'est-ce que je fais ici comme monsieur? Je travaille. Le monsieur lui dit, non, je veux savoir, en fait, tu n'as pas trouvé autre chose à faire. Le gars dit, non, j'ai pas trouvé autre chose à faire, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Et puis, j'ai trop de problèmes. Donc, je suis ici pour l'instant, je veux juste régler, en fait, des petits problèmes et on verra. C'est comme ça que le monsieur lui dit, non, jeune homme, tenez ma carte et vous m'appelez, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Le gars était content. Quand quelqu'un te donne la carte, il a peut-être une entreprise ou autre. Le gars était content et tout. Il a pris la carte, il est allé montrer à la fille, à celle qui m'a raconté l'histoire. La fille lui dit, oui, c'est une bonne idée de l'appeler et tout, mais j'ai un peu peur, j'ai un mauvais pressentiment. Le gars lui dit, non, c'est un monsieur bien, il m'a bien parlé, puis en plus, il m'a donné un gros pourboire. Regarde, aujourd'hui, j'ai fait les courses, c'est à cause de l'argent que le monsieur m'a donné. La fille avait un mauvais pressentiment, elle lui disait, non, je veux pas que tu l'appelles. Je veux pas que tu l'appelles, je veux pas que tu l'appelles. Le gars forçait, oh non, écoute, je vais l'appeler. Puisqu'il savait que sa copine n'était pas d'accord, il est passé par derrière et il a appelé le monsieur. Au lieu que le monsieur lui trouve un boulot, un soir, il est venu avec 2 filles. Le monsieur l'a appelé du genre, quand tu termines de laver ma voiture, tu viens me retrouver à ma place et on va parler. Et les 2 filles aussi, du genre, ouais, un peu dans les films là. Les filles qui accompagnent souvent les chefs bandits là. Un peu habillées bizarre là, machin. Voilà, c'était aussi comme ça que les filles étaient. Donc, c'est comme ça que le monsieur commence à déballer. Il avait un petit livre. Il commence à parler au monsieur au jeune homme, oh, machin. Est-ce que tu sais que pour devenir riche, tu as vu le petit livre là, je vais te donner ça. Tu vas commencer à étudier le petit livre là. Et ensuite, je vais t'emmener quelque part. Le garçon demande à m'emmener quelque part comment? J'ai déjà beaucoup de problèmes. Je veux pour qu'on me mette dans l'autre. Oui, non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je vais t'emmener à un endroit. On va juste apprendre la vie, en fait. C'est toujours ce qu'il disait au cas. On va juste apprendre la vie. C'est comme ça que le gars a gardé ça pour lui parce que sa copine déjà n'était pas d'accord. Et donc, il était obligé de garder ça pour lui. Le monsieur lui a dit, je vais t'envoyer un chauffeur. Un jeudi soir, je vais t'envoyer un chauffeur qui viendra te chercher. Et il sera... En fait, il va t'emmener où on a souvent notre réunion. Le gars aussi, il a pris peur. Le jeudi, quand la voiture est venue pour le chercher, il a fui, il est parti. Mais il n'a rien dit à sa copine. Ce soir-là, il est parti parler de l'histoire à son grand frère, puisque ce sont les musulmans. Son grand frère lui a dit, non, ne t'inquiète pas, il faut juste prier, patati patata. Quand il rentre, il était tout bizarre. C'est ce que la fille m'explique, il était tout bizarre et tout. Même manger, il n'a pas mangé. Il est rentré, il a dormi et tout. Il était fade en fait, si je peux dire ça comme ça.
Le lendemain, il est retourné au boulot. Le monsieur revient maintenant aux journées lui dire que, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme ça, en fait? Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Il dit non, hier j'ai eu un problème et tout. Le monsieur l'a touché. Le monsieur lui dit non, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Jeudi prochain, je t'enverrai encore la voiture. Il faut venir. Il faut venir parce que si tu ne viens pas, non seulement tu vas m'énerver et tu vas me faire perdre de l'argent. L'argent même que je pouvais te donner pour t'aider parce que tu m'as dit que tu viens des moments difficiles. Non, le gars dit oui. Le jeudi, le monsieur a envoyé la voiture, le gars est parti. Il paraît que quand le gars est parti, il est arrivé dans une salle. En fait, c'est comme un entrepôt. Un entrepôt, quand tu arrives d'abord dans l'entrepôt est vide. Maintenant, il y a une porte de l'autre côté. Quand tu ouvres la porte, il y a une grande salle de réunion. Quand tu arrives, qu'est-ce que tu fais? On te donne une écharpe. Vous prenez le petit livre que le monsieur lui avait donné et vous commencez à réciter. En fait, c'était comme, je sais pas. En fait, il y avait des écritures à l'intérieur. Vous récitez et les écritures là n'étaient pas en français. C'était, je crois, en latin, un truc comme ça. Vous commencez à réciter au fur et à mesure. Et lui, il n'arrivait pas à réciter correctement. Le monsieur lui disait, non, ne t'inquiète pas. Puisque tu n'arrives pas à réciter, donne-moi juste la main. Comme ça, puisque moi, je suis déjà en train de parler et tu me donnes la main, ça va créer un lien entre toi et moi. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que ça, en fait, le monsieur, et quand le monsieur l'emmenait, du genre, c'était lui le sacrifice. C'était lui le sacrifice du monsieur. Donc, il était là et tout, ils ont récité. Et ensuite, le monsieur lui dit, non, qu'est-ce qu'on va faire? On va boire un verre et tout. Il dit au monsieur, je suis musulman. Le monsieur lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, quand je serai en train de boire, tu me donnes encore ta main. Quand je serai en train de boire, tu me donnes ta main et ça va une fois de plus créer le lien. Tu n'es pas obligé de boire. Moi, je vais boire pour nous deux. Donc, il a bu quelque chose et le gars dit, il ne sait pas ce que le monsieur avait bu. Continuons. Quand il termine de boire, il rentre à la maison. Et bizarrement, le monsieur lui avait laissé plein de messages, alors qu'il n'y a même pas une heure, les deux étaient ensemble. Le monsieur lui a laissé plein de messages. Écoute, oui, les gens de mon association t'ont aimé, patati patata. Ne t'inquiète pas, demain tu auras ce que je t'avais promis. Alors il demande au monsieur que mais qu'est-ce que vous m'avez promis? Il dit non. Je t'avais dit que je devais te donner de l'argent, non? Je t'ai dit que je vais te donner de l'argent et tu vas résoudre tous tes problèmes. Il a dit d'accord. Le lendemain, les deux filles qui étaient comme, je ne sais pas, les accompagnatrices du chef bandit là, le monsieur les envoie venir donner l'argent au gars. Elle dit qu'il vivait dans un studio. Pour ceux qui sont au Gabon, ils connaissent ce que c'est qu'un studio. Il vivait dans un studio et les deux filles ont emmené 2 mallettes remplies d'argent. Un matin, 2 mallettes remplies d'argent. Et tellement que le gars, vous savez, certaines personnes, quand ils ne sont pas habitués à un style de vie, et quand l'argent les surprend, là, ils deviennent déjà comme des maboules. Qu'est-ce que le gars fait? Il n'est même plus parti au travail, il n'est plus parti travailler, et il ne sait plus poser de questions. En fait, il ne sait même pas poser les questions de là où l'argent provenait. C'est comme ça que qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la fille, écoute, on va changer de maison, on va changer de style de vie et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, on va déménager d'ici. Cette vie-là ne nous mérite plus. La fille dit qu'il était devenu arrogant. Il était devenu arrogant. Il est carrément allé insulter le bailleur. Il est allé insulter le bailleur. Écoutez, moi, je reste plus dans votre maison de merde et tout. Moi, je vais partir. De toutes les façons, moi, je savais que j'allais réussir dans ma vie et tout. Il a porté ses pieds. Il est parti. Et il a demandé à la fille de le suivre. Et la fille m'a dit que elle, comme elle n'était pas habituée à ça, elle savait que son gars allait réussir parce que c'était quelqu'un qui avait de la suite dans les idées, mais pas de cette manière-là. Au début, elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a porté ses bagages, elle a suivi le gars et tout. Même pas 2 semaines, il appelle les parents de la fille. Il dit à la fille, préparez tout, patati patata, je vais venir épouser votre fille. La mère de la fille était dépassée que, mais tu ne m'avais pas dit que le gars là, il n'avait pas les moyens que, mais un jour, en tout cas, il devait avoir l'argent, il devait venir t'épouser. Et comment se fait-il que subitement, il a eu les moyens? Elle dit que même moi-même, je ne sais pas. Mais je sais qu'il avait pris la carte d'un monsieur, sûrement que le monsieur lui a trouvé le boulot. C'est comme ça que la mère a dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils ont rassemblé les familles, ils ont fait le mariage et tout. Il était maintenant question qu'on emmène, parce que en temps, il avait déjà acheté une maison, une voiture et tout. Sa vie allait bien, mais personne ne connaissait où il gagnait l'argent.
Parce qu'il n'avait même pas eu l'intelligence au moins d'aller chercher un petit boulot pour qu'on se dise quand même que c'était le petit boulot qui lui donnait de l'argent. Il ne travaillait plus. Il se contentait juste d'aller aux réunions avec le monsieur et d'être très riche. Donc, après le mariage, on est venu déposer la femme à la maison. Parce que après les célébrations, on a déposé la femme et tout, on est venu déposer la femme. La fille en question me dit que si elle a dormi un jour, si elle a réussi à fermer les yeux un jour dans cette maison, c'est qu'elle ment. Elle ne dormait pas la nuit. Et elle a dit qu'elle a fait 6 mois dans la maison du monsieur. Et dans les 6 mois-là, elle a fait 2 fausses couches. Et avec que des mauvais rêves. Parce qu'elle dit que quand elle dormait, elle rêvait toujours que soit elle était en train de traverser un cours d'eau avec des enfants dans la main. Et genre elle tombe ou bien les enfants tombent, les enfants vont, je sais pas, ils sont emportés par le cours d'eau. En tout cas, il y avait toujours des histoires bizarres comme ça. Elle dit qu'un jour, elle en avait marre. Elle passait son temps à maigrir. Elle maigrissait. Même ses amis d'enfance la reconnaissaient plus avec des boutons au visage et tout. Donc, elle dit que ce jour-là, elle prend son courage, elle va chez sa mère, elle explique la situation et tout. Sa mère lui dit que moi aussi, j'ai bien voulu venir te parler, mais si je ne suis pas venue te parler, c'est parce que derrière toi, puisque tu ne sortais même plus de la maison, derrière toi, ton mari est venu ici et il nous a insultés. Il nous a dit que toi, tu ne te comportais pas bien et que nous, on n'avait plus le droit de venir te rendre visite. De toutes les façons, lors de la dot, il t'a payé parce qu'il avait donné beaucoup d'argent. C'est ce qu'il a dit à la famille. Je ne veux plus que vous veniez chez moi. De toutes les façons, j'ai déjà payé votre fille. J'ai donné tout ce que vous m'avez demandé pendant le mariage parce que pendant le mariage, il a donné des bœufs, des trucs comme ça, en fait. Donc, vous n'avez plus le droit de venir chez moi, j'ai payé votre fille, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle sa famille ne venait plus chez elle. Alors, la fille est venue donc expliquer la situation à sa mère en disant « Oh non, je veux que vous m'aidiez parce que je ne comprends pas, je passe mon temps à maigrir. » Les gens en fait m'envient, les gens se disent que moi, parce que j'ai épousé quelqu'un qui a de l'argent, et tout, je vis bien. Alors que je suis en train de partir à petit feu, je veux que vous m'aidiez et tout. Alors, qu'est-ce que la mère a décidé de faire? La mère a décidé d'aller voir l'imam, parce que ce sont des musulmans. La mère a décidé d'aller voir l'imam. L'imam aussi, du genre, il a pris, comment je vais dire, il a pris la situation, du genre comme si c'était une situation personnelle, parce que soi-disant, il avait vu la fille grandir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a convoqué d'autres personnes de la mosquée. Il a donné des prières qu'il fallait faire et tout. Mais c'était tellement compliqué parce que ils avaient déjà signé un pacte. Selon ce que l'imam avait dit, même lors du mariage, en fait, il avait fait quelque chose qui signifiait que, je sais pas comment il a fait, mais il avait carrément acheté l'âme de la fille, en fait. Donc, elle était juste là pour un moment. Le fait qu'elle maigrisse, qu'elle soit pâle et tout, c'était juste pour un temps. Elle allait finir par mourir. Et ça devait être, elle, son premier sacrifice. Donc, qu'est-ce que l'imam a dit? L'imam a dit à la dame, parce que ils sont de Makoko, pour les Gabonais qui sont ici. L'imam a dit à la dame que nous, on ne peut pas régler le problème simplement. Nous, au niveau de la mosquée, on va faire pour nous. Mais je te conseillerais aussi d'aller voir des tradis praticiens pour nous aider dans ce combat-là. Sinon, on ne va pas gagner et tu vas perdre ta fille. Donc, c'est comme ça que la mère s'est dirigée chez des tradis praticiens. Eux aussi, là-bas, en collaboration avec les imams, ils ont fait des sacrifices. Les tradis praticiens ont sacrifié des bœufs. Elle dit qu'un jour, elle était à la maison, elle s'est évanouie carrément. Et elle ne sait pas comment elle s'est retrouvée dans une forêt. Elle s'est retrouvée dans une forêt où on avait tué des bœufs, tué des ceci, cela. Tout ceci pour, je sais pas, la protéger ou bien la rendre invisible aux yeux des gens qui voulaient la sacrifier, un truc comme ça. Elle dit qu'elle a fait plus de 2 mois, elle ne savait pas où elle était parce que c'était fort. On passait le temps à prier. Elle dit qu'elle rêvait à chaque fois comme elle était dans une forêt, les gens la découpaient, des trucs comme ça. Puis un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le gars l'appelle et le gars lui dit « Tu m'as tué ». Elle demande que je t'ai tué comment? Il dit « Non, tu m'as tué. Tu m'as tué. Ce que tu as fait, en fait, m'a tué. Mais remercie ta mère, en fait. Remercie ta mère parce que sans elle, tu devais être morte. » Et ensuite, dès que le gars a appelé comme ça, là, le tradit praticien lui a dit « Lève-toi. Lève-toi, le combat est terminé. »
quand elle s'est levée, elle dit que quand elle s'est levée, il y avait les asticots sur son corps. Elle dit qu'elle ne savait pas comment les asticots sortaient de son corps, mais les asticots tombaient. Parce qu'elle était déjà pourrie, en fait. Donc, quand elle était chez elle, et elle passait le temps à maigrir, en fait, elle dépérissait, quoi, mais elle ne le savait pas. Donc, les asticots sortaient, mais on ne savait pas d'où les asticots sortaient. Elle s'est levée, elle s'est lavée, et elle a décidé, sa mère lui a dit non, ne retourne plus là-bas et tout. Elle a décidé, elle, de rentrer. Quand elle rentre, la maison est vide. Elle ne sait pas si c'est le gars ou quoi. La maison est vide, les voitures sont garées, les portes sont ouvertes et tout. Et elle dit que devant elle, la voiture prend feu d'abord. La voiture du genre explose, comme dans les films là, boum, la voiture explose et la voiture prend feu. Elle dit qu'elle a quand même décidé de rester là-bas parce qu'elle disait qu'elle voulait chercher à savoir où était parti le gars. Elle a appelé, le gars ne répondait pas. Et quelques minutes après, c'est la mère du gars qui appelle pour dire que le gars s'est fait renverser par une voiture. Je sais pas, en tout cas, quelque part, en allant aussi quelque part, il s'est fait renverser par une voiture. Donc, c'est comme ça, en fait, que l'histoire s'est terminée. Dieu merci. Tout s'est bien passé parce qu'à la fin, elle est aussi partie à la mosquée. Elle a fait des offrandes à la mosquée, etc. Donc, je tenais encore à dire que les filles qui disent souvent que, oh, moi, je vais prendre mon petit gars, je vais rester avec mon petit gars. Faut aussi faire attention. C'est pas parce que tu as pris le petit gars, tu n'as pas pris le sugar daddy, que ça va te laisser. Donc, attention. Et prions. Voilà, j'espère que j'ai pas été longue. Merci beaucoup pour l'histoire, Juliette. D'accord. Bonne soirée. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Allô, Tina Fashion. Oui, bonsoir DMG. Comment ça va? Ça va, vous m'entendez parce que je suis un peu enrhumée. Oui, on t'entend. Ok, j'aimerais vous raconter une petite histoire qu'on a vécue en famille. Ça a été vraiment des moments difficiles. Je vais essayer d'épargner quelques détails pour que l'histoire ne se fasse pas savoir parce que beaucoup ont déjà appris ça. Je suis togolaise. Et en famille, dans chaque famille, nous avons le chef de la famille. Le chef de la famille, en fait, était marié avec une dame d'une autre tribu. Et c'est comme ça, la dame a passé tout son temps à faire du fétichisme sur le monsieur. Du coup, le monsieur était tellement riche, mais il n'aidait personne dans la famille. À chaque fois qu'on allait, la femme nous mettait au dehors. Il y avait beaucoup de choses que le monsieur pouvait faire et qu'il ne faisait pas. Du coup, la famille était un peu frustrée. Ils ont essayé de faire des recherches. C'est là qu'ils ont su que la dame essayait de féticher son mari depuis des années. Ils ont 6 enfants. Et leur premier fils, je ne sais pas comment le dire, mais c'est un va-nu-pied en fait. Il ne sait rien faire, il est toujours là, circuler dans les rues, toujours avoir des amis qu'il ne fallait pas. Bon, il faisait en fait rien de sa vie. Le monsieur a tout fait pour que son enfant puisse avoir un bon niveau, fréquenter. Mais l'enfant, il était carrément différent de tous les autres membres de la famille. Non seulement il n'a pas été à l'école, c'est pas les moyens qui ont manqué. Mais le petit était tellement bizarre que personne ne savait. Et puis c'était seulement le seul garçon. Tout le reste était des filles. C'était le seul garçon. La famille a commencé par faire des recherches pour pouvoir libérer le monsieur des incantations et des trucs que la femme lui a fait manger pour qu'il puisse retrouver la raison. Et ils ont pu parvenir quand même à détacher quelques liens que la femme lui avait infligés. Là, la femme a carrément décidé de l'éliminer, quoi, de le tuer pour pouvoir garder la richesse du monsieur. C'est comme ça qu'elle a commencé avec la complicité de son fils à aller un peu partout au Bénin
prendre des talismans plus puissants, quoi. Parce qu'il n'y a pas un endroit au Togo où on lui a dit, ah, celui-ci, c'est un grand féticheur où elle n'est pas allée. Elle est carrément sortie du Togo. Elle est allée au Bénin pour aller prendre un fétiche tout entier pour pouvoir tuer le monsieur. Et pour tuer le monsieur, il fallait que ce soit avec la complicité de son fils. Dans le jour, le truc devait être fait. Le petit était déjà au courant du plan. Ils ont tout fait. Ils étaient vraiment... Ils attendaient seulement de passer à l'acte. Le petit est rentré dans la chambre de son papa pour pouvoir récupérer ce que la maman lui avait demandé, puisque cela devait être fait par un homme qui a le même sang. Lorsque le petit est rentré dans la chambre de son papa, il a vu 5 millions sur la table. Au lieu de terminer le travail que la maman lui a confié, il a préféré prendre les 5 millions. Excusez-moi, c'est un peu enrhumé. Donc du coup, c'est un peu difficile. Le petit a récupéré les 5 millions. Il est parti appeler ses amis pour faire la fête. C'est au cours de la fête que les amis se sont entendus. Les amis, ils étaient 4. Ils se sont entendus, ils ont mis du poison dans son verre. Il a bu du poison et sur le coup, sur le champ, il est décédé là-bas. Les amis ont récupéré les 5 millions et ils sont partis. Donc les obsèques devaient être faites. Un matin, beau matin comme ça, on appelle toute la famille pour annoncer son décès. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne sait ce qui s'est passé. Il a volé l'argent de son papa et ses amis lui ont attrapé, ils l'ont empoisonné et récupéré l'argent. On quitte pour le programme, on part au village pour les obsèques. Les obsèques même, c'était même sorti dans les journaux, un peu partout au Togo, on en a parlé. Donc la famille est sous la protection d'un fétiche qui est vers la frontière Ghana. Et c'est un crocodile, le fétiche est un crocodile. Un crocodile sur lequel il y a des corilles. Le fétiche, c'est un fétiche. Souvent, les familles confient la protection de la famille au fétiche. Donc, la famille était sous la protection de ce fétiche. Lorsqu'ils sont arrivés pour les obsèques, la maman devait fermer la bouche de son fils spirituellement pour que l'enfant ne puisse pas dévoiler le plan qu'ils avaient fait ensemble. Donc la maman est partie prendre des talismans avant de récupérer le pagne sur lequel l'enfant a été déposé à la morgue. La maman et ses sœurs se sont enfermées dans la chambre pour faire des incantations pour pouvoir fermer la bouche du défunt. Parce que chez nous, lorsque quelqu'un décède, on l'appelle, on invoque son âme dans le corps d'une autre personne qui va relater tous les faits, tout ce qui s'est passé avant qu'on ne l'enterre. Et c'est comme ça que ça se passe. S'il y a des vérités cachées, il est obligé de le dire. Et ils le font aussi pour que les défunts qui ont des dettes puissent donner le nom des personnes qu'ils doivent pour que la famille puisse payer. En fait, c'est comme ça ça se passe. S'il y a des secrets, le défunt donne tous les secrets avant de partir. En fait, c'est pour ça ce rituel était important. La maman savait que le rituel devait être fait. Et si elle ne le fait pas, le fils serait dans l'obligation de balancer tout le plan qui avait été déjà prévu par sa maman. Ils ont commencé à faire des incantations. C'était la nuit. Ils ont commencé les incantations. Et c'est comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde était dans sa chambre, on entend des cris. On entend des cris.
On sort, tout le monde sort, on voit un grand crocodile. Oh Seigneur, j'avais jamais vu ça de ma vie. Un très grand crocodile qui marchait un peu partout dans la maison. Mais ce crocodile vient d'où? Et c'est un crocodile protecteur. Les vieux de la famille, vraiment excusez-moi, je m'étouffe. Les vieux ont su que le fétiche ne se montre pas pour rien. Si le fétiche s'est montré, c'est qu'il y a un problème. Ils ont commencé par faire des incantations afin que le fétiche puisse repartir. Dès que le fétiche est reparti, on a rassemblé toute la famille pour demander si quelqu'un a apporté un talisman étranger, qu'ils le disent avant qu'ils ne fassent ce qu'ils ont à faire. Vraiment, excusez-moi. Personne n'a dévoilé, personne n'a sorti un fétiche. Tout le monde disait qu'il était clean. Et c'est comme ça qu'ils ont continué. La nuit, personne n'a dormi. Le défunt a dérangé toute la famille. Il y avait tellement de monde que les gens n'ont pas trouvé la place pour dormir. D'autres se sont couchés dans leur véhicule. D'autres se sont couchés sur les dalles. Un de nos frères nous racontait qu'il était couché tranquillement dans sa voiture. Il entend sur la pare-brise, on cognait. Lorsqu'il s'est réveillé là, oh Seigneur, excusez-moi. Lorsqu'il s'est levé, il a essayé de voir qui est-ce qui frappait la vitre. Il a remarqué que c'était le défunt. Il frappait la vitre. Le monsieur a paniqué. Il a rapidement démarré son véhicule et il s'est enfui. Il y avait des jeunes hommes qui étaient couchés sur la dalle. Le défunt a apparu. Tout le monde a commencé par fuir. Les mamans qui faisaient la cuisine, ils ont vu le défunt en train de remuer les sauces. Les mamans se sont enfuies. Les papas qui étaient là, le défunt ne faisait qu'apparaître un peu partout. Il y avait 3 chiens dans la maison. Les chiens étaient affolés. C'était la panique totale. Le lendemain, même la presse togolaise était venue. Parce que cette histoire, vraiment, c'était mystique. Le lendemain, ils ont appelé les féticheurs, ils ont fait des incantations. Ils ont demandé le fils, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est comme ça, il a relaté tous les faits, tout ce qu'il voulait préparer avec sa maman, là où il a récupéré l'argent, le nom de ses amis qui l'ont empoisonné. Il a tout dit. Il a même donné le numéro de ses amis qui l'ont empoisonné. C'est là la maman a commencé par crier. On a su que c'était la folie. Il a demandé, ce que ton fils a dit, est-ce que tu confirmes? Et elle a confirmé. Elle a avoué. Et c'est comme ça, l'histoire s'est arrêtée. C'était vraiment, ça nous a vraiment choqués. Comme on le disait, moi, j'ai jamais vu, parce que nous, on a grandi en ville, on n'a pas grandi au village, donc on ne sait pas trop vraiment si ces choses sont réelles, mais c'était ma première fois de voir un crocodile comme ça dans la maison. Et je précise que lorsque le crocodile devait partir, il s'est transformé en abeille. Mais vraiment, c'était mystique. C'était vraiment un moment très difficile pour la famille. L'histoire-là a été dans tous les journaux au Togo. D'accord. Je t'en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonsoir, Mozi. Bonsoir, DMG. Comment ça va? Oui, ça va très bien. En gros, c'était une petite histoire vite fait concernant les maisons hantées. En fait, c'est l'histoire d'un monsieur qui venait de notre village. C'était un marabout. Et il y avait une maison où personne n'arrivait à rester là-dedans plus d'une semaine.
parce qu'on racontait qu'il y avait un génie, des trucs comme ça, du coup, qui empêchaient les gens de rester. Et je vais aussi dire que la différence entre un croyant et puis le diable, c'est que le croyant, le diable, il a de la pression, mais il n'est pas très affûté aussi, quoi. Donc, le marabout, il a entendu ça. Lui, il n'avait pas d'autre choix que d'habiter dans cette maison-là. Et la première nuit il est arrivé dans cette maison-là, aux environs de 3 heures, il a vu quelque chose qui ressemble vraiment à un palmier, mais qui crache du feu, qui venait vers lui. Et lui, il l'a vu et il s'est apprêté en conséquence. Donc, d'après ce qu'il dit, il a travaillé avec un verset que tout musulman connaît, tout marabout en tout cas connaît, qui est le verset du trône. Le verset du trône, on appelle ça Ayat al-Kursi. Arrête. Du coup, lui, quand il a voulu contrer le djinn, en fait, il a vu que tout ce qu'il récitait, le djinn récitait exactement ce que lui, il récitait aussi. Du coup, là, c'est la foi qui devait les séparer. Donc, lui, à chaque fois qu'il répète quelque chose, le djinn répète la même chose. Il répète quelque chose, le djinn répète la même chose. Bon, comme il sait aussi qu'il y a le verset du trône, il y a des codes là-dedans, il y a un endroit, en tout cas, quand il y a un problème qui a trait à tout ce qui est génie, djinn et tout ça, il y a cet endroit-là, quand tu arrives, tu répètes un certain nombre de fois. Du coup, quand lui répétait, jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette base-là, le djinn s'est arrêté. Il a commencé à trembler. Du coup, lui, il a récité un certain nombre de fois jusqu'à ce que le truc se consume, le feu se consume. Parce qu'au début, c'était un feu, mais qui ne consumait pas. Du coup, c'est comme ça qu'il a réussi à vaincre le djinn. Et puis, le matin, il a expliqué à tout le monde que voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui empêchait tout le monde de rester dans cette maison-là. Donc, voilà, c'était la petite histoire que je voulais raconter pour ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire, tonton. Merci. Je tiens à dire, on se fait rare. C'est pourquoi récemment, si on saute beaucoup plus de directs, parce que le travail de ce côté-ci est énorme. Et on a envie de lancer quelque chose. C'est un truc qui va aussi être très lourd. Parce que le projet va réunir beaucoup de têtes, beaucoup de grosses têtes, et même des petites têtes aussi. Hein. Bon, ici, là, la grosseur de la tête dépend seulement. Je parle seulement des gens suivis, des gens pas suivis aussi. Il y aura beaucoup de personnes qui seront sollicitées pour le projet. Parce que comme on dit toujours, le but c'est de sensibiliser. Et quoi donc? On a décidé de créer un concept qui va être de faire des courts-métrages. Des courts-métrages de films avec des histoires mystiques. C'est-à-dire que on va prendre l'idée derrière certaines histoires qui sont vraiment intéressantes et créer quelque chose de vraiment incroyable, produire ça en court métrage, des trucs de maxi 35-40 minutes et puis poster, parce que quand c'est visuel, quand on peut regarder, quand on peut voir des acteurs, quand on peut imaginer comment quelqu'un se transforme en serpent et qu'on peut absolument avoir des effets spéciaux pour transformer quelqu'un en serpent, ça va devenir du gros, du lourd. Bien sûr, on aura besoin des acteurs qui seront partout. Je suis sûr qu'il y a des gens qui pourront quitter de n'importe quel endroit, surtout ici au Cameroun, pour arriver. On se prend, on tourne, on s'assure, parce que le matériel qu'on a commandé, c'est du matériel de production des films. C'est pas des trucs qu'on va prendre un caméraman dans un studio photo qui vient de faire le film ici. Hein. C'est du matériel professionnel, c'est du gros lourd. J'ai pas encore vu ça. Donc là où moi j'ai, c'est que j'ai vu ici, j'ai pas encore vu ça. C'est déjà que ça coûte la peau des fesses. Permettez que je parle comme ça. C'est la magie. Mais sachez que le but c'est de sensibiliser, parce que on va prendre des histoires qui ont vraiment un message profond à passer. Que quand quelqu'un regarde, qu'il ait quelque chose à retenir. Pas les films où on a seulement tu tues ta mère, je ton père. Ça ne nous intéresse pas. Et sachez que moi j'assure le côté montage quand ça va concerner les effets spéciaux, les disparitions, transformations, un homme qui devient un chien. Oui, il y aura des hommes qui vont se transformer en chien là, direct là. Tu vois carrément les faits. C'est pas des trucs on fait ça sur le téléphone.
Le téléphone, le téléphone là, non. Ça va être du lourd. Du coup, on va faire une vidéo où on va demander des acteurs. On va faire un casting. Donc, ne vous inquiétez pas, tout ça. Ceux qui sont intéressés vont venir inbox. Écrivez inbox et tout. Oui, les marabouts, si tu veux les marabouts, on pourra te prendre pour tourner. Hein? Ça va être la magie, ça va être un gros concept avec des grosses têtes, des petites têtes, des moyennes têtes, des longues têtes, des têtes carrées, des têtes rectangles, des têtes ovales. Il y aura tout ça. Ok, on va continuer. C'était l'espace pub là. C'est un concept qui va prendre feu. On va créer une page pour ça, peut-être DMG TV Cinéma, un truc du genre où il n'y aura que des histoires. Un peu comme ce que le Nigeria avait fait un temps là, mais avec une version améliorée en fait. Ceux qui seront intéressés pour être acteurs et tout, proposez-vous dans mon inbox. Oui, j'ai ouvert mon WhatsApp, mon TikTok, vous pouvez écrire ce qu'ils veulent écrire. Voilà. L'homme de l'homme, bonsoir. Ouais, James, comment tu vas? Ça va. Et toi? Ça va très bien. Bon, j'espère que tous les abonnés ici vont bien. Si tout le monde va bien, alors moi aussi je vais bien. Ce soir, je vais te raconter l'histoire d'un monsieur qui travaillait dans une société de transport terrestre. C'est un chauffeur, un vieux chauffeur qui a l'habitude de convoiter des marchandises vers le Niger. Donc, il était une fois parti pour livrer les marchandises au Niger comme d'habitude. Et il a constaté, chaque fois qu'il part, il remarque que sa femme aussi sort de la maison. Chaque fois qu'il part, il remarque que sa femme aussi sort de la maison. Bon, au début, il n'était pas d'importance à ça, parce que la femme lui disait qu'elle ne peut pas vivre, elle ne peut pas rester dans la maison toute seule. Pas peur. Donc lui s'est dit ce n'est rien. Alors que la femme, en réalité, partait pour le tromper avec un autre homme. Donc, un jour, il dit à la femme que je vais au Niger, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, vu que je vais très loin. Donc, il est parti. Et comme d'habitude, quelques semaines après, la femme aussi avait quitté la maison. Mais en vrai, le vieux n'était pas parti au voyage. Il n'était pas parti en voyage, je vais dire. Il était à Cotonou, mais il avait fait croire à sa femme que lui partait au Niger pour voir un peu ce que ça allait donner. Donc, il surveillait la femme. Bon, tu connais bien les vieux, quand ils veulent surveiller leurs enfants ou leurs femmes, tu sais qu'ils ont tous les astuces nécessaires. Donc, il a commencé par suivre la femme un peu de partout, mais discrètement. Et il constate que la femme allait chez un marabout. La femme allait chez un marabout. C'est-à-dire que quand elle va tromper son mari pour rentrer à la maison, elle passe chez le marabout. Parce que chez nous, on a une coutume qui dit que quoi? Quand tu trompes ton mari, que tu rentres normalement dans la maison, tu vois les défunts. Tu vois un peu. Donc elle passe chez le marabout pour se purifier avant de rentrer. Et le marabout lui remettait un truc qu'elle était censée mettre dans la nourriture du monsieur quand le monsieur revient de son voyage. Donc le vieux, lui, ne savait pas tout ça. C'est dans sa quête de comprendre avec qui elle le trompait que lui, il allait découvrir qu'après avoir sorti d'un hôtel, elle passe chez un monsieur qui fait les médicaments aux gens. Donc, il n'a rien dit. Après le départ de la femme, le vieux est rentré chez le monsieur et a dit au monsieur que lui, il voulait faire une consultation. Donc, comme ça, le marabout dit, ok, il n'y a pas de problème. Le vieux a fait la consultation. Et dans la consultation, il avait posé la question que, genre, avec le fa, quoi, qu'est-ce que telle femme vient chercher ici? Le marabout ne savait pas que c'était le mari de la femme qui venait le voir chaque fois. Donc, du coup, quand il a fait la consultation, le marabout, ne sachant pas que c'était la femme du monsieur, lui a raconté comment sa femme le trompait, comment sa femme est infidèle et qu'il risque de mourir. Et que, qu'il est en danger. Il a parlé. Jusqu'à là, il ne savait pas que c'était le mari du monsieur. D'accord? Le vieux dit, ok, comme la situation est pareille, que ma femme me trompe, que puis-je faire
pour éviter la mort subite que le phare explique. Que puis-je faire pour m'en sortir? Le marabout lui dit, je vais te remettre un médicament que tu vas commencer par utiliser. Si tu vas chez toi, essaye de faire passer le médicament sur les chaises que tu as chez toi. Si ta femme s'assoit dedans, ça va l'attraper. Elle va commencer par parler d'elle-même. D'accord. Le vieux dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a parlé d'argent avec le vieux lui a remis l'argent. Il avait donné une date au vieux pour que le vieux revienne prendre le médicament, ce que le vieux a fait. Donc, quelques temps après, le vieux est revenu à la maison comme d'habitude. Ah, mon voyage, ça a été, je suis bien rentré, je suis bien arrivé, et tout, et tout, et tout. Donc, il a fait ce que le marabout lui a dit, effectivement. Il a pris le médicament qu'il a aspergé sur les fauteuils du salon, un peu sur le lit conjugal et tout. Et quand il a fait ça, lui, il s'attendait que quelque chose arrive tout de suite. Tu vois, mais rien ne s'est passé. Rien du tout ne s'est passé. Quelques jours après, il constate que sa femme lui dit qu'il y a un serpent sur le lit. Il dit, mais comment il y a un serpent sur le lit? Il soulève le matelas, il regarde de gauche, il regarde à droite, il ne trouve rien. Quelques jours après, la femme répète la même chose. Elle vient de voir encore un serpent, un grand serpent noir comme ça sur le lit, que le serpent le regarde. Le mari dit, mais la dernière fois tu avais parlé de ce serpent, je suis allé, je n'ai rien vu. Il est encore allé, ils ont soulevé, ils ont dégagé les choses, ils n'ont rien trouvé. D'accord. Le vieux est parti, revoit le même marabout, et lui a dit au marabout que voilà, j'ai mis le médicament que tu m'as donné, et voilà ce qui sort, ce que ma femme voit. Et il dit le marabout dit au vieux que la femme a quelque chose qui empêche le serpent de le mordre. Tonton, essaie de maintenir ton téléphone sur la même position, le volume baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. D'accord. Donc le marabout, il est retourné revoir le marabout et a expliqué au marabout que la femme ne fait que voir un serpent, mais que rien n'agit, quoi. Le marabout lui dit, ah, sûrement elle fait des choses pour se protéger contre ce que tu as fait. Donc je vais te donner un autre médicament que tu vas la donner à manger et dis là que ça va faire en sorte qu'elle ne verra plus de serpent dans la maison. Donc le vieux a encore pris le médicament chez le marabout. Et jusqu'à là, le marabout ne se rendait pas compte que c'était le mari de la femme qui venait le voir pour passer le monsieur en question pour que le monsieur ne découvre jamais qu'il le trompait. Il a pris le médicament, il est retourné à la maison et il a fait ce que le marabout lui dit. Il a dit, ah, je suis allé, j'ai demandé qu'on m'envoie un médicament de nord, comme tu vois les serpents et qu'on ne voit rien, pour que tu prends, peut-être que ça va t'aider, ça va te guérir, tu es malade. La femme a pris le médicament, la femme a mangé. Et dans la nuit qui a suivi, elle a commencé par parler, elle a commencé par expliquer comment elle est rentrée dans une tontine. En fait, le but de la tontine, normalement, c'est un peu comme les groupes WhatsApp là, que nous avons. Et qu'elle ne savait pas que c'était un groupe dans lequel ils devaient se prostituer. Puisque la femme en question dont on parle, c'est une personne qui a son commerce, hein. C'est une personne très bien. C'est pas que elle attend seulement son mari pour vivre, non. C'est une personne très bien qui vivait. Donc elle est rentrée dans un groupe de tontines, soi-disant, et que c'est dans le groupe-ci qu'il y avait que des femmes. Donc c'est comme ça qu'on lui a dit que ton mari ne reste pas trop, il n'est pas tranquille, donc tu peux faire ta vie, tu peux faire ci et que tu peux faire ça. Elle a parlé. Mais tout ce qu'elle disait n'était pas courant parce que tantôt, ce qu'elle disait allait de droit chemin et tantôt, ça perdait chemin. Donc, il n'y a pas de problème. Le vieux dit, ah, donc tu m'as trompé. Elle répond au vieux, oui, je t'ai trompé, mais je t'ai trompé que 2 fois. Le vieux dit, d'accord. Le lendemain, le vieux part au boulot. Il part avec son camion au port pour faire des chargements. Et à son retour, on lui explique que sa femme est paralysée, qu'elle est dans la chambre tout seule et qu'elle pleure, qu'elle voit le feu pleuvoir partout dans la chambre alors qu'il n'y a pas de feu et qu'elle ne peut plus se détacher comme si quelque chose l'avait attachée. Le monsieur est revenu et il prend la femme maintenant, il l'amène chez le marabout. Quand le marabout voit la femme, il reste tiqué.
Il demande au vieux, mais tu as trouvé cette femme où? Le vieux lui dit que, ah, c'est ma femme qui me trompait, donc je t'ai parlé. Le marabout maintenant le savait, ne pouvait plus dire que, ah, cette femme, c'est chez moi qu'elle venait. Parce que le vieux savait déjà que c'est lui qui faisait les médicaments pour la femme. Et comme c'est lui qui a donné les médicaments au vieux pour qu'il aille utiliser, il ne peut plus non plus détacher la femme. S'il fait ça, c'est lui qui va mourir. Donc le vieux lui dit, ok, maintenant que ce que tu as fait a marché et qu'elle a confessé qu'elle m'a trompé et tout, libère-la. C'est là le marabout lui dit que si je libère ta femme et que ta femme suivit, c'est moi qui va mourir. Parce que le même médicament qu'elle prend pour te tromper, pour que tu ne le saches pas, c'est moi qui lui ai fait le médicament. Donc en même temps sur elle, ce sont les deux médicaments qui marchent. Donc si je la libère, c'est que c'est moi qui pars. L'affaire était devenue quasiment un spectacle. Tout le monde regardait, mais qu'est-ce qui va se passer? Le vieux dit, ah, si c'est toi qui vas mourir ou si c'est elle qui va mourir, décidez entre vous. Il a appelé les parents de la femme qui sont venus. Il les a fait asseoir chez le marabout et les a expliqué que voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que j'ai constaté. Et voilà là où ça m'a amené. Mais pourtant, on parle d'une femme qui a fait 5 enfants pour le monsieur. Hein. Ce n'est pas de l'argent qui la manque. Ce n'est pas qu'elle elle a presque tout. Elle a tout ce qu'il faut, une femme peut avoir pour être heureuse. Mais c'est parce qu'elle est rentrée dans un groupe où on dit on fait les tontines et qu'il n'y a que les femmes, qu'on l'a entraînée dedans. Donc, finalement, les parents de la fille, de la dame ont demandé au marabout de libérer l'enfant parce que la fille venait payer pour faire des médicaments. Donc, quoi qu'il arrive, il doit libérer la fille. Si c'est lui qui va mourir, qu'il meurt. Le marabout dit miette, il ne le fera pas. Ils ont tiré cette affaire jusqu'à ce que les parents de la dame ont pris la dame, ils sont allés voir un autre marabout. Chaque fois qu'ils allaient voir quelqu'un, la personne dit je ne peux pas toucher ça. C'est celui qui a fait ça qui doit le défaire. Celui qui l'a attaché, c'est lui qui peut le détacher. Ils ont tourné. Finalement, le frère de la dame est venu chez le marabout avec une machette. Et il menaçait le monsieur pour dire, si tu ne libères pas, si tu ne détaches pas ma soeur, c'est moi-même qui vais te tuer à coup de machette. Ça ne sera plus tes génies qui vont te tuer. Donc ça devenait du scandale. Chaque fois, les gens du quartier venaient se regrouper sur le portail du marabout. C'était une honte ou quoi. Donc il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc il a fait les rituels. Il a demandé une chèvre noire. Il a fait les rituels. Il a libéré la dame. Il a libéré la dame. Quelques temps après, c'est comme ça qu'il est tombé malade jusqu'à ce qu'il est devenu fou. Et c'est dans cette folie qu'il a commencé par parler aussi de comment il tuait les gens, comment on le faisait déplacer pour qu'il tue certaines personnes et tout. Donc il a fait lui-même pas mal de révélations. Hein. Pas mal de révélations. Donc c'était l'histoire que j'avais à raconter. Désolé pour le téléphone. Donc c'était l'histoire que j'avais seulement à raconter. Je pense que ma connexion a un problème. Fantastique, par vous, par Patoya. BMG, tu es où? Donc voilà, hein, le marabout qui est devenu fou aussi et qui racontait dans sa folie comment il avait tué des personnes, comment pour acquérir des pouvoirs, il avait fait certains d'autres rituels et tout. Donc, il a raconté pas mal de choses. Mais malgré le rituel qu'il a fait pour la femme est décédée aussi plus tard. Malgré les trucs qu'il a fait pour la femme aussi est décédée plus tard. Donc, je voulais dire aux femmes, souvent, comme j'ai l'habitude de le dire ici, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut chez un homme. Ça, soyez-en sûrs. Mais si vous avez le maximum qui peut vous permettre de vivre bien, restez. Au cas contraire, partez. Ne confondez pas votre vie aux vies de vos amis. Parce qu'aujourd'hui, nous avons voilà une personne qui vivait sa vie bien. Il a fallu qu'elle rentre dans un groupe WhatsApp avec les femmes qui lui ont dit que non, nous on trompe nos maris et rien ne se passe. Tu finis, tu peux aller te baigner. Ce n'est pas sur tout le monde que les sorts mystiques ou les passes marchent. Donc, si vous êtes fatigué de rester avec un homme là, partez, faites votre vie. Arrêtez de rester chez un homme et vouloir toujours jouer un double jeu. Ça ne se fait pas. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de l'homme, pour l'histoire. Je t'en prie.
Et bonne soirée à toi et à tous tes abonnés. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Ok. Bon, c'est la première fois que je monte. C'est un peu bizarre. C'est pas vraiment une histoire, mais c'est comme un témoignage, je dirais. C'est trop bizarre. Ok. C'est quelque chose qu'une collègue m'a raconté au boulot. C'est une Européenne. On était 3 sur le bureau. C'était la première fois qu'on discutait un peu de choses, je dirais, un peu mystiques. Et comme moi, je suis africaine, elle me dit, Ghislaine, est-ce que tu crois que la sorcellerie, c'est quelque chose de bien? Je lui dis, pas sans plus. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose de bien ou de mal. Ça peut juste, c'est que dans toute chose, il y a une contrepartie. Et là, elle me dit, ben, moi, dans ma famille, on est très éveillés. Et je ne sais pas si tu connais ça, mais je pratique la décorporation. J'avais jamais entendu le mot. Alors, je dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, tu sais, le fait de sortir de son corps. En fait, elle m'expliquait ce que nous, on va appeler voyage astral, en fait. Donc, j'étais très surprise parce que je travaille avec cette dame depuis plus de 5 ans. Et on n'a jamais parlé de ces choses-là. Et je pense que je ne m'attendais pas à ce que, même ici en Europe, il y ait des choses comme ça, en fait. Donc, elle m'explique que elle n'est pas encore très rodée, qu'elle ne maîtrise pas, mais qu'ils ont tous un peu des capacités dans sa famille, que comment elle s'en est rendue compte, que parfois elle dort et qu'elle a soif et que tout d'un coup, comme en une seconde, elle se retrouve dans sa cuisine, elle veut prendre le verre d'eau et elle voit qu'elle ne peut pas l'attraper. Et donc, elle se rend compte que c'est pas son corps physique qui est dans la cuisine et qu'elle doit quand même se battre avec elle-même pour retourner dans son corps. Et je dis, et puis, bon, tu fais quoi d'autre, en fait, qu'aller prendre un verre d'eau que tu n'arrives pas à boire? Et elle me dit, non, moi, j'ai un peu peur parce que, tu sais, quand je fais ça, j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont autour et qui sont pas positives comme moi et j'ai comme l'impression que si je ne rentre pas vite dans mon corps, d'autres, je vais pas appeler ça esprit, mais d'autres personnes pourraient posséder son corps. Je dis, ah bon? Elle dit oui, et que pourtant ma maman, sa mère à elle, pourtant elle a plus de 40 ans, hein, donc sa mère doit avoir au moins 60 ans, elle me dit, ma mère, elle me dit, mais non, c'est trop bien, j'arrive à me promener, je vais dans les champs à côté de chez moi. Je dis, mais t'es sérieuse, en fait, de quoi tu me parles, en fait? Elle dit, non, c'est vraiment quelque chose que je ne maîtrise pas, et puis je voulais savoir si toi, tu connaissais ça. Bon. En gros, comme je suis africaine, peut-être que je suis un peu sorcière. Je ne sais pas. C'était juste pour dire que les choses qu'on vit en Afrique, qu'on appelle mystiques, et qui nous paraissent un peu spéciales, je pense que dans tous les peuples et dans toutes les cultures, il y a des choses comme ça. Et c'est juste que, je pense en Europe, très vite, avec peut-être l'arrivée de la religion, des religions monothéistes, ils se sont un peu, éloignés des choses de l'esprit, en fait. Voilà, c'était tout. C'était toute mon expérience. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'histoire. Au revoir. Je vous écoute. Oui. Les maquilleuses, là, si vous êtes des maquilleurs, vous pouvez faire des trucs avec des blessures sur les visages, les boutons pour les maladies, la peste, tout ça là. Écrivez inbox sur mon TikTok inbox ou alors sur le numéro où on raconte les histoires. Oui, on va sortir, parfois on va même sortir. Si par exemple je me déplace pour Dubaï par exemple et que là-bas il y a des gens qui suivent la page, on fait. Ou si j'arrive peut-être en France et que là-bas il y a des gens, on fait. C'est-à-dire qu'on étant donné que tous ceux qui montent là raconter des histoires là, c'est des gens qui sont dans tout le don. Il y a des gens de tous les côtés du monde. Hein. Ça veut dire que partout il y aura une petite communauté DMG TV là, on peut tourner. Voilà. Bonsoir, mademoiselle, madame. Bonsoir, Encore quoi là?
mademoiselle ou c'est madame? C'est madame. Bonsoir. Bonsoir. Ok, madame. En fait, c'est une histoire d'une famille dont le papa, il était roi dans un village du Cameroun et il avait 3 enfants, 3 garçons. Et il fut un temps, l'aîné, il était très proche du père et d'après l'explication du dernier enfant, du premier enfant du monsieur, donc le petit-fils du grand-père qui était roi. Désolée, j'ai l'enfant qui fait un peu le bruit. Donc, le petit-fils, il a écrit à la dame qui appartient à la page en disant qu'en juillet, il aura 19 ans. Et il a peur de mourir parce qu'il avait ses frères et sœurs. À l'âge de 19 ans, tous sont morts. Et c'est dû à l'acte de son père qui était l'aîné du ventre de son grand-père. Quand le grand-père décède, il avait partagé les biens. Mais sauf que le royaume, l'enfant qui devait succéder au trône, c'était celui qui suivait l'aîné. Et lui n'a pas accepté la décision des sages et autres. Il a éliminé son frère. Et à l'époque, son frère était âgé de 19 ans. Mais il a pu être roi. À l'encontre de la décision du père et des sages. Il a éliminé le frère. Et les sages ont fait des choses de telle sorte que même s'il devient roi, personne ne pourra le succéder sur le royaume. Et tous ses enfants, que ce soit des filles ou des garçons, à l'âge de 19 ans, vont tous mourir. Et c'est comme ça que les autres sont décédés, les frères du gars qui doit mourir en juillet de cette année, bien sûr. Donc il a demandé de l'aide à la dame, d'essayer de faire quelque chose pour lui parce qu'il ne veut pas mourir, il n'a pas encore fait d'enfant, il n'a même encore rien réalisé parce qu'il n'a à peine que 19 ans. Juste pour attirer l'attention de certaines personnes qui se disent que non, comme je suis l'aîné, si mon papa ou ma maman a laissé des biens, c'est moi qui dois diriger. Mais si l'autorité n'a pas été donnée, ne forçons pas les choses parce que Dieu sait faire ces choses. Bon, c'est ma petite histoire et que j'ai voulu partager à certaines personnes. Au revoir. Au revoir, merci pour l'histoire, madame. Merci. Bonsoir, la chinoise. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Ça va, merci. Aujourd'hui, j'ai vraiment pris courage de venir raconter une histoire. La jeunesse d'aujourd'hui, là, c'est compliqué. Enfin, c'est une petite histoire des jeunes filles. Il y a 2 histoires un peu similaires, mais je vais commencer par une autre, des jumelles. Il y a une fille qui côtoyait une de ses copines. Elle avait une vie française luxueuse. Donc, elle sortait avec des gens qui avaient de l'argent. Et cette fille et sa copine, elle était jumelles. Maintenant, cette fille-là, elle côtoyait cette fille qui sortait avec des gens qui avaient de l'argent. Et cette fille lui demandait tout le temps, mais toi, comment tu fais pour avoir tout ce que tu as? Tu as tout ce qu'il faut, les derniers téléphones, tu sors avec des gens bien. Qu'est-ce que tu fais? Et sa copine lui a dit, moi, dans ce que moi je fais, je pense pas que toi, tu vas faire. Elle a dit, mais moi, je suis prête à tout. Moi, je veux être comme toi, je veux être belle, je veux être comme toi. Et cette fille, elle a dit, mais tu sais que dans le circuit dans lequel je suis, moi, je montre pas à tout le monde. Et elle dit, mais moi, franchement, si tu me montres, je vais te montrer à personne. Ils étaient allés chez les gens bizarres, là, les sorciers. Bon, des fétiches, quoi. Quand ils sont arrivés, le monsieur lui a dit, moi, je te connaissais depuis, je voulais te voir aussi depuis. Il lui a donné le nom. Il a décrit vraiment sa vie. Elle était convaincue. Donc, il fallait faire les traitements, les lavages, tout ça, pour qu'elle puisse avoir aussi les mêmes choses que sa copine. Ils ont fait tout ça. À la fin, il a dit, bon, on a fini avec les lavages de corps, attirance. Maintenant, ce que toi, tu dois faire, c'est que tu dois prendre un couteau. On va mettre une cuvette d'eau devant toi. Peu importe le visage que tu vas voir, tu vas mettre le couteau dedans. Et la fille, elle est assise, elle voit, c'est le visage de sa jumelle, parce que la fille, elle était jumelle en fait. Et c'est le visage de sa sœur. Et le monsieur l'a dit, il faut que tu mettes le couteau. Elle a dit, moi je peux pas, c'est ma sœur jumelle, notre mère nous a eu
nous sommes que 2 et je peux pas le faire. Et le monsieur a dit, mais toi, tu es déjà venu ici, dans notre circuit, tu peux pas ressortir avec nos secrets. Et il s'est fâché avec sa copine là, je sais pas comment ça s'était passé. Et la fille avait pu s'enfuir, mais elle était morte. Et puis elle avait dit la vérité. Elle disait, de vous les jeunes filles, vous voyez tout ce qui brille, vous pensez que c'est de l'or et tout ça. Attends, l'histoire est finie? L'histoire est finie, la fille elle était décédée, elle était morte.